Face à l'évolution de l'épidémie en région, il nous a semblé important de vous proposer ce moment de formation et d'information afin de répondre d'une part aux questions spécifiques des structures médico-sociales pour enfants et adultes en situation de handicap et d'autre part de reprendre les points essentiels pour la gestion de l'épidémie dans ces structures. Comme vous le savez, le virus circule activement dans la région. Nous faisons face à une augmentation rapide des contaminations et en conséquence une augmentation des hospitalisations, mais aussi une augmentation des clusters dans les établissements de santé et dans les structures médico-sociales. Nous entrons dans la deuxième vague de cette pandémie et tous les épidémiologistes s'accordent pour dire qu'elle sera importante, certainement longue et probablement suivie par d'autres vagues. Il est donc très important de très bien se préparer. Cette préparation commence par la mise en place d'une cellule Covid, permettant d'identifier l'ensemble des personnes qui auront un rôle clé dans la gestion d'un ou plusieurs cas Covid. Cette cellule Covid devrait rassembler le directeur de la structure, identifier des référents Covid pour chaque fonction essentielle, tels que le médecin, l'infirmière, les éducateurs, les intervenants extérieurs, la logistique pour la gestion des stocks par exemple, l'hôtellerie, un biologiste pour la réalisation des tests diagnostiques, identifier également les interlocuteurs des soutiens extérieurs comme par exemple l'ARS, le CEPIAS ou les cellules mobiles de soutien médical. Il est très important que l'ensemble des référents soit connu de tout le personnel de la structure afin de pouvoir prendre contact avec eux et agir rapidement après la découverte d'un premier cas. Le deuxième point clé pour se préparer à la gestion d'un cas de Covid-19 au sein de vos structures est d'anticiper la sectorisation afin de limiter le nombre de personnes contaminées autour d'un cas et la circulation du virus. L'objectif est de limiter les contacts entre les personnes par la création de petits groupes de personnes qui restent constants au cours du temps, lors des activités, des repas ou du transport. Cette sectorisation facilitera l'identification et l'isolement des contacts autour d'un cas. La rapidité à isoler les personnes contacts est un point clé pour limiter la diffusion épidémique autour d'un cas. Au cours de la première vague, la plupart des établissements ont dû faire face à une pénurie d'équipements de protection individuelle. Afin d'éviter de revivre cette situation, nous vous conseillons premièrement d'anticiper les commandes de ces équipements et des produits de bionettoyage. Deuxièmement, de rappeler aux professionnels l'importance des mesures et leur sens, les enjeux, et de les former à la bonne utilisation de ces équipements afin d'éviter l'utilisation en excès. Éviter au maximum l'entrée du virus dans les structures est essentiel. Aujourd'hui, le virus SARS-CoV-2 entre le plus souvent dans les établissements par les professionnels ou les visiteurs. Nous allons donc voir ensemble les mesures essentielles pour diminuer le risque d'entrée du SARS-CoV-2 dans vos structures. Une des choses les plus importantes est d'isoler les personnes qui sont en train de développer la maladie, que ce soit les professionnels, les patients ou les visiteurs. Cette stratégie très efficace repose en premier lieu sur la détection des symptômes qui sont repris sur cette diapositive. Dès la présence d'un signe, on peut considérer être déjà dans une suspicion. Il y a les signes dits classiques de pathologie respiratoire, comme la fièvre, la toux, les maux de gorge, et puis des signes moins classiques, mais qu'il faut néanmoins repérer très rapidement, comme les signes digestifs ou la perte de goût et de l'odorat. Ces signes doivent être rappelés aux professionnels et au moindre doute. Les professionnels sont dits symptomatiques et doivent s'arrêter de travailler.
aller se faire dépister et rester chez eux dans l'attente du résultat. Si la RT-PCR est négative, ils reviennent travailler. A l'inverse, si les résultats sont positifs, l'éviction dure 7 jours ou 9 jours s'ils sont eux-mêmes des sujets qui présentent des facteurs de risque d'évolution vers une forme grave de Covid-19. Les résidents doivent faire l'objet d'une surveillance renforcée par rapport à ces signes. En cas de suspicion, il faudra immédiatement isoler le résident, suivi d'un dépistage par RT-PCR avec un prélèvement nasopharyngé. Très important, on ne doit pas attendre les résultats de la PCR pour isoler le résident. Ensuite, la conduite à tenir varie en fonction du résultat. Si la RT-PCR est négative, l'isolement peut être levé. Si elle est positive, des mesures d'hygiène complémentaires seront à prendre pour le résident. Nous les détaillerons dans la suite du diaporama. L'entrée du virus se fait également par les visiteurs. Il est donc très important d'avoir une grande vigilance de ce côté. Il ne faut pas hésiter à reporter la visite quand il y a le moindre doute clinique de signes évocateurs de Covid-19. Pour assurer une sécurité maximale de visite, tant que la météo le permet, il faut privilégier les visites sur rendez-vous à l'extérieur. Lorsque cela n'est plus possible, les visites peuvent être organisées dans une salle à l'intérieur qui sera dédiée et séparée. Il est très important de prendre du temps pour expliquer les mesures aux visiteurs et veiller à ce que soient respectées scrupuleusement les mesures barrières, en particulier l'hygiène des mains et le port du masque chirurgical. Après chaque visite, le bio-nettoyage de la table et des surfaces touchées devra être réalisé. Aujourd'hui, l'entrée du virus dans nos établissements se fait également très fréquemment à partir des professionnels asymptomatiques mais contagieux qui contaminent leurs collègues au moment des pauses. Nous vous recommandons de limiter le nombre de personnes en pause en même temps, le respect strict de la distanciation pendant ces moments où le port du masque ne peut pas être maintenu et l'aération de la pièce après la pause. Il faut veiller également que les professionnels n'aillent pas en pause avec les équipements de protection individuelle, comme la surblouse par exemple. Lorsque les mesures qui visent à limiter l'entrée du virus dans les établissements n'ont pas été strictement respectées, le virus entre à l'intérieur de la structure. À ce moment-là, l'enjeu est double. Il faut éviter la contamination des résidents et celle des professionnels. Pour ce faire, des mesures d'hygiène de protection sont à appliquer. Il y a 2 grands groupes de mesures. Les mesures à appliquer en permanence tant que la pandémie de Covid-19 sera là, pour tous les soins et tous les résidents. Et les mesures plus spécifiques pour les patients qui ont la Covid-19. Les mesures qui sont à appliquer en permanence sont des mesures visant à protéger les professionnels lorsqu'on ne connaît pas le statut infectieux du patient. Ces mesures protègent contre la plupart des virus ou bactéries. Elles sont donc à appliquer par tous et pour tous les résidents. La première mesure concerne la tenue. Il est important de protéger les vêtements personnels des professionnels et donc d'avoir une tenue spécifique pour le travail. Il faut que cette tenue soit dédiée à l'activité, préférentiellement à manches courtes. Elle devra être changée tous les jours et sera entretenue par l'employeur. La deuxième mesure efficace est le port du masque. Le SARS-CoV-2 se transmet essentiellement par les gouttelettes émises par une personne contagieuse. Le port du masque permet donc de limiter la contamination par ces gouttelettes. Pour les professionnels de santé, le masque recommandé est le masque chirurgical.
Ce type de masque, respectant la norme NF-EN 14683, permet d'assurer un niveau de filtration efficace pour la protection vis-à-vis du SARS-CoV-2. Les professionnels doivent le porter en permanence durant leur activité professionnelle tant que le virus circule. Les visiteurs et les intervenants extérieurs devront également porter un masque chirurgical dès l'entrée dans l'établissement et en continu pendant la visite. Le masque chirurgical, pour être efficace, vous le savez, doit être bien positionné. Avant de mettre un masque, il ne faut pas oublier de réaliser une hygiène des mains. La face colorée du masque doit être mise vers l'extérieur. Le masque doit être ajusté au niveau du nez avec la barrette et il doit recouvrir la totalité du nez, de la bouche et du menton. Il peut être gardé au maximum 4 heures et devra absolument être changé s'il est humide ou souillé. Il faudra également bien rappeler la règle du masque touché égale main contaminée et donc de la nécessité de réaliser une hygiène des mains immédiatement après l'avoir touché ou retiré. Il existe un très nombre limité de cas où le masque chirurgical doit être remplacé par un masque de type FFP2. En effet, la réalisation de certains gestes sur les voies respiratoires, comme la kinésithérapie respiratoire ou la réalisation de prélèvements nasopharyngés pour le diagnostic de la Covid-19, provoque l'émission de particules plus fines que l'on appelle des aérosols. Il est alors nécessaire de porter un masque dit appareil de protection respiratoire ou encore appelé FFP2 qui assure la filtration de ces aérosols. De plus, pour la réalisation de ces gestes, le professionnel devra être équipé de lunettes de protection afin de protéger les conjonctives et également d'une charlotte. Dans la mesure du possible, il est recommandé que les patients portent également un masque dès qu'ils sortent de leur chambre. Le masque chirurgical est à privilégier au masque en tissu qui nécessite un entretien rigoureux. Une alternative au masque en tissu peut être, sous réserve qu'il respecte certaines qualités, l'utilisation des masques dits inclusifs, présentant l'avantage d'être transparents. Lorsque le port du masque est contre-indiqué, l'utilisation de visières couvrant la totalité du visage peut être envisagée. La troisième mesure clé à appliquer par tous est l'hygiène des mains. Cette mesure est essentielle pour rompre la chaîne de transmission et éviter aux professionnels de se contaminer en se touchant le visage par des mains qui seraient contaminées. Tout d'abord, il faudra veiller à renforcer l'hygiène des mains à l'eau et au savon pour les gestes de la vie courante, comme par exemple après être allé aux toilettes, avant et après les repas, ou bien entre chaque activité. Ensuite, pour les professionnels au cours de leur activité de soins, d'autres opportunités d'hygiène des mains sont à renforcer. Il faudra penser à réaliser une hygiène des mains avant et après avoir touché le patient, après avoir touché l'environnement du patient, après un risque d'exposition à un liquide biologique et enfin avant la réalisation d'un geste aseptique. La technique à privilégier pour ces indications est la friction avec une solution hydroalcoolique. À l'inverse du savon, la solution hydroalcoolique possède une activité contre les virus. De plus, avec les solutions hydroalcooliques, il n'y a plus besoin de se sécher les mains avec du papier qui les abîme. La solution sèche en 20 à 30 secondes toute seule, c'est donc très rapide. Il faudra néanmoins s'assurer d'en prendre un volume suffisant afin de bien frictionner l'ensemble de la main, sans oublier le pouce et le bout des doigts. Si les mains sont visuellement souillées, il faudra faire un lavage des mains à l'eau et au savon et les sécher soigneusement. Attention,
Afin de garantir l'efficacité de l'hygiène des mains, il est très important d'avoir des mains sans bijoux, avec des ongles courts et sans vernis. Quatrième mesure, la nécessité de porter des gants. Mais attention, seulement quand il le faut. En effet, il a été montré que le port de gants favorise le non-respect de l'hygiène des mains. Avec les gants, on se sent protégé, mais on oublie de se désinfecter les mains. Les gants portés longtemps sont très contaminés et contaminent les surfaces que l'on touche. Le port de gants doit donc être exclusivement réservé aux seuls soins qui exposent potentiellement les professionnels au sang, au liquide biologique ou lorsqu'il y a un contact avec une muqueuse ou la peau lésée du patient. En dehors de ces situations, le port de gants est à proscrire, comme par exemple quand on apporte les médicaments ou le plateau repas, ou bien lorsqu'on habille une personne ou lors d'un contact avec une peau saine. Après avoir retiré les gants, il est absolument indispensable de réaliser une hygiène des mains. En effet, lors du retrait des gants, il est très fréquent de se contaminer les mains avec les germes qui sont présents sur les gants. Nous avons vu que la voie principale de transmission du SARS-CoV-2 est par les gouttelettes émises par une personne contagieuse. Néanmoins, il a été démontré que le virus pouvait survivre quelques heures sur les surfaces. Il est donc possible de se contaminer en touchant des surfaces contaminées. La cinquième mesure clé à appliquer dans vos établissements est donc de limiter la contamination de l'environnement. Il est très important pour diminuer la quantité de virus présents dans la structure d'aérer même en période de froid, les locaux très régulièrement, au minimum 3 fois par jour, et ça pendant 15 minutes. Le renforcement du rythme du bio-nettoyage est également très important pour diminuer la quantité de virus présents sur les surfaces, avec un produit détergent, désinfectant, virucide, respectant la norme NF-EN 14476. Il faudra surtout privilégier les zones les plus fréquemment touchées, comme les poignées de porte, les télécommandes, les interrupteurs. Afin de protéger les professionnels de l'action chimique du produit, l'agent devra être muni de gants, si possible à usage unique. En cas de pénurie de gants, l'utilisation de gants de ménage pourrait être envisagée à condition qu'ils soient nominatifs, nettoyés tous les jours et changés s'ils deviennent poreux. L'aspirateur ou les balais secs sont à proscrire car ils remettent en suspension les particules infectieuses. Il faudra privilégier un balayage humide avec des bandeaux de lavage à usage unique pour le sol et des lingettes à usage unique pour les surfaces. Lors de la première vague, les établissements ont dû faire face à des ruptures d'approvisionnement en produits détergents désinfectants virucides. Une solution alternative est l'utilisation d'eau de javel diluée à 0,5%. Vous retrouverez sur cette diapositive comment réaliser la bonne dilution. Des précautions sont à prendre en cas d'utilisation d'eau de javel. Il faudra en effet nettoyer au préalable avec un produit détergent, puis rincer à l'eau une surface avant de la désinfecter avec l'eau de javel. De plus, certains types de matériaux comme l'inox nécessiteront une étape de rinçage à l'eau après la javel. Les mesures que nous avons vues sont les mesures à appliquer en permanence pour tous les patients et par tous les professionnels. Pour la prise en charge des patients Covid positifs ou bien suspects d'être Covid, ou bien pour les patients ayant eu des contacts avec un cas et donc potentiellement contaminés, des mesures d'hygiène complémentaires sont à prendre. Dès la suspicion et sans attendre le résultat de la PCR,
il faudra isoler les résidents. Dès l'entrée dans la chambre ou dès qu'ils s'occupent du patient, les professionnels devront porter, en plus du masque chirurgical, une surblouse à manches longues sur leur tenue professionnelle, ainsi que des lunettes de protection. S'il n'y a qu'un seul cas dans la structure, dès la fin de la prise en charge, le professionnel retirera la surblouse et les lunettes. Dès l'apparition d'un cas, les résidents ayant eu des contacts rapprochés avec ce cas doivent être isolés de la même manière que les cas, avec mise en place de mesures complémentaires dites Covid, similaires à celles décrites pour les cas. Dès l'apparition d'un cas, nous vous conseillons également de regrouper les cas et les contacts potentiellement contaminés dans une zone dédiée, ou appelée encore secteur Covid, dans laquelle les patients pourront se déplacer. Les professionnels dans ce secteur garderont la surblouse à manches longues pendant 4 heures. La surblouse sera recouverte d'un tablier à usage unique qui, elle, sera changée entre chaque résident. La surveillance médicale de ces patients dans ces secteurs dits Covid doit être renforcée. La gestion de la vaisselle des patients Covid ne requiert aucun traitement particulier. Les repas collectifs en cas d'épidémie sont à stopper dans la mesure du possible. Si ce n'est pas envisageable, il faudra privilégier le regroupement en petits groupes afin de limiter les contacts entre les cas et les autres patients. Pour le traitement du linge, il est nécessaire que les professionnels manipulant le linge des patients Covid portent en plus du masque chirurgical, des lunettes de protection, des gants et une surblouse. Le linge sera mis directement en sac hydrosoluble et lavé à 60 degrés pendant 30 minutes. Dans le cas de la prise en charge de patients Covid ou de suspects, les déchets liés aux soins, comme les gants, le masque, les lunettes ou la surblouse, sont à éliminer dans la filière DASRI. Nous avons vu les précautions à prendre pour limiter la circulation du SARS-CoV-2. Certaines pratiques, à l'inverse, favorisent la dissémination ou pire, risquent de contaminer les professionnels. Il est donc très important de faire la chasse à ces bonnes pratiques. Ce sont le port des surchaussures, qui n'apportent aucune protection et favorisent la contamination des professionnels au moment de leur retrait. Le port du masque FFP2 en continu présente également un risque pour le professionnel, car ce masque, s'il est mal positionné, est complètement inefficace. C'est un masque très difficile à supporter sur une longue période, et il est montré que les professionnels touchent plus fréquemment ce type de masque, ce qui représente un risque de contamination. Il ne faut pas également réaliser une friction hydroalcoolique sur les gants. L'action de la solution n'a d'une part pas été démontrée sur les gants et de plus crée des trous microscopiques dans les gants, ce qui ne les rend plus du tout protecteurs. Ces pratiques exposent les professionnels à être en contact avec le virus et donc doivent absolument être proscrits. Compte tenu des spécificités de vos structures, il est important de définir la conduite à tenir à avoir en cas de découverte d'un cas et que cette conduite à tenir soit connue de tous. En particulier, il sera très important de rechercher et identifier les personnes qui ont eu des contacts à risque avec le cas, afin de les isoler immédiatement et appliquer les précautions complémentaires Covid que nous avons vues. En cas de découverte d'un cas, il faudra signaler la découverte de ce cas à l'ARS afin de définir la stratégie à mettre en place pour le dépistage des autres patients et professionnels. Arrêter au maximum les activités collectives, arrêter les retours en famille
et suspendre les admissions. Plus ces mesures seront prises tôt, plus elles seront efficaces et plus l'épidémie sera limitée. Il est essentiel de mettre en place cette cellule Covid qui permettra de définir le rôle de chacun et de réactiver les appuis potentiels, en particulier pour le suivi médical, les conseils en hygiène ou le renfort en personnel. Cette dernière diapositive pour vous rappeler le numéro de téléphone du CEPIAS, ainsi que l'adresse de notre site internet sur lequel vous trouverez l'ensemble de nos recommandations, les diaporamas, ainsi que les textes réglementaires.